Mesdames, Messieurs, chers étudiants, chers amis de l'ICES, merci pour votre présence. Pardon pour les quelques minutes de retard avec lesquelles nous démarrons cette conférence pour des raisons logistiques. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir en notre établissement Monsieur le bâtonnier de Nantes qui va venir vous parler et évoquer avec vous un sujet qui lui est cher. Je ne veux pas empiéter sur la présentation qui va vous être faite. Il parlera avec Noémie Brouillet-Maudet, qui est une ancienne étudiante de cet établissement, une ICESienne. Donc pour les ICESiens actuels, vous voyez, le chemin est tout tracé. Et nous sommes particulièrement heureux et honorés d'accueillir Monsieur le bâtonnier pour cette conférence. Il y a un lien qui s'établit maintenant et qui s'enracine entre l'ICES et le barreau de Nantes, et nous sommes, Monsieur le bâtonnier, particulièrement heureux et honorés de vous accueillir ce soir. Je vais laisser la parole à Augustin Boulanger, maître de conférence de l'ICES, qui a préparé et organisé les choses. Vous présentez nos deux intervenants. Je vous souhaite une excellente soirée. Bien, bonsoir à tous, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le bâtonnier, maître. Alors c'est un plaisir évidemment de vous recevoir et un honneur. Merci de donner de votre temps précieux pour venir effectivement parmi nous ce soir. Je ne vais pas être très long, je vais simplement présenter en quelques mots le bâtonnier Barré, maître Brouillet-Maudet, voilà, pour que vous voyez effectivement le parcours de chacun et puis surtout leur intérêt pour cette question essentielle qu'est la situation des personnes qui sont confrontées au handicap et leur implication constante dans leurs fonctions respectives, évidemment, pour l'améliorer. Alors, maître Louis-Georges Barré, un grand merci d'être parmi nous ce soir. D'abord, je commencerai par dire que vous êtes nantais depuis toujours. Vous y avez effectué vos études de droit et vous êtes spécialisé assez rapidement en droit du travail. Et à l'issue de vos études, eh bien, vous avez décidé d'embrasser la profession d'avocat et intégré assez vite et rejoint l'équipe du bâtonnier de l'époque à Nantes, maître Jean Lemapian, avant, quelques années plus tard, de vous mettre effectivement à votre compte. Alors vous avez, à côté de vos fonctions, en complément de celle-ci, occupé diverses fonctions au Conseil de l'Ordre du barreau de Nantes dans un premier temps, et puis vous avez été élu au Conseil national des barreaux et avez présidé également la Confédération nationale des avocats. Et puis, à chaque fois, effectivement, et dans toutes ces fonctions, vous avez été force de proposition, comme par exemple lorsque, en 2016, vous avez lancé avec le Conseil national des barreaux les 24 heures de l'innovation juridique. Et cet événement avait alors pour but de placer les métiers du droit dans le courant des nouvelles technologies. Alors vous êtes spécialiste en droit du travail, mais vous avez aussi plaidé au pénal, et notamment dans deux affaires médiatisées. D'abord en 2009, quand vous avez représenté la famille de la petite Aurélia lors du procès de son ravisseur, qui est affaire effectivement qui est restée dans l'histoire pour avoir été la première affaire jugée liée à une alerte enlèvement. Et puis en 2016, dans l'affaire du meurtre de Marion Rousset, vous avez défendu la mère et le beau-père devant la cour d'assises de Nantes. Alors, et surtout, j'ai envie de dire, et c'est aussi pour ça effectivement que vous êtes là parmi nous ce soir, vous êtes très sensible à l'intégration des personnes en situation de handicap au sein des entreprises. Et vous avez d'ailleurs à l'époque collaboré avec Marianne Monchamp, ancienne secrétaire d'État aux personnes en situation de handicap sous le gouvernement Raffarin, et vous avez collaboré avec elle sur la loi handicap de 2005. Et d'ailleurs, vous avez décidé de saisir la clinique du droit de Vendée cette année pour justement apporter à cet édifice législatif un certain nombre d'ajustements, j'ai envie de dire, pour améliorer la situation de ces personnes. Et puis vous êtes par ailleurs le cofondateur de Trinôme 44, qui est une association qui milite pour la mixité professionnelle
entre les travailleurs classiques et handicapés, notamment par le restaurant Le Reflet, qui emploie effectivement des personnes qui sont atteintes de trisomie 21. Voilà, donc merci, un grand merci, Monsieur le Bâtonnier, pour votre présence parmi nous ce soir et pour nous éclairer sur ce sujet essentiel. Et puis, la conférence sera également animée par maître Noémie Brouillet-Maudet, qui est une ancienne étudiante de la maison, c'est à noter, et qui est inscrite au barreau de Nantes depuis 2018. Vous êtes spécialisée en droit de la santé et également en droit du dommage corporel. Et vous avez été désigné avec votre confrère Clément Boujon pour co-présider, et ça c'est effectivement une décision forte. Hein. Vous avez donc créé une commission handicap et vous êtes co-présidente de cette commission avec de beaux projets, d'ailleurs, qui servent aussi bien les justiciables, puisqu'il s'agit de défendre et d'aider les personnes qui sont en situation de handicap à faire valoir leurs droits, notamment en justice, mais aussi, d'autre part, c'est un autre enjeu de cette commission, que d'aider vos confrères et consoeurs concernés à exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions. Voilà, enfin, et j'en termine par là, vous êtes engagé depuis plusieurs années à titre personnel auprès d'associations qui viennent en aide aux personnes porteuses de handicap, et notamment pour les personnes qui sont blessées médulaires ou amputées à la suite d'un événement traumatique. Alors soyez sincèrement remerciés de votre présence ce soir, et je souhaite à toutes et tous une excellente conférence. Juste un petit mot avant de laisser Noémie Brouillet-Maudet s'exprimer, étant si précisé que celle qui a le mieux travaillé pour vous voir, c'est évidemment elle. Vous savez, il y a les étudiants qui travaillent beaucoup et qui font les choses sérieusement, il y a les autres. J'ai plutôt toujours été dans la seconde catégorie. Je veux vous dire, Monsieur le Président, la joie profonde et sincère qui est la mienne, la nôtre, d'intervenir ce soir. Joie profonde et sincère parce que j'ai souhaité, vous l'avez rappelé au début de mon bâtonnat, que des liens forts soient établis entre le barreau de Nantes et l'ICES. Liens forts parce que plus personne ne peut nier la place importante de l'ICES dans la formation des étudiantes et des étudiants en droit, et donc dans la formation des futurs consoeurs et des futurs confrères. Et puis je pense que vous êtes un marqueur fort du territoire. On n'ignore pas les marqueurs forts du territoire. Et donc, j'ai souhaité ce lien immédiatement. Marilyn Maudet, qui est à la fois, qui a plein de talents, qui est avocate, qui est doyen de votre faculté de droit et qui en plus est membre du Conseil de l'Ordre à Nantes, a rebondi lorsque j'ai dit que je souhaitais que l'on travaille sur la nouvelle loi handicap. Et vous avez, et Monsieur Boulanger, soyez-en remercié, décidé de saisir votre clinique du droit. J'y reviendrai tout à l'heure. Je veux vraiment, à tous ces titres, vous remercier. Je laisse la parole à Noémie, puis j'interviendrai après elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Bâtonnier, et merci pour votre accueil, Monsieur le Président. Lorsque mon confrère et bâtonnier Louis-Georges Barret m'a proposé d'intervenir à cette conférence et m'a donné l'intitulé de la conférence, ma première réaction, ça a été une réaction pragmatique, mais aussi à la frontière entre l'ironie et le fatalisme. Handicap, les personnes extraordinaires, une chance pour tous. En France, on estime à environ 12 millions de personnes, les personnes porteuses de handicap, entre 80 et 120 millions de personnes en Europe, et on estime à 1 milliard le nombre de personnes porteuses de handicap dans le monde. Sur cet état de fait, je crois que nous avons assez collectivement intérêt à se mettre d'accord pour dire que, en tout cas la plus grande minorité de France, eh bien, elle est une chance. Donc la réponse première à cette question, elle est de l'ordre du pragmatique, elle est de l'ordre de l'impératif et du bon sens. Nous n'avons tout simplement pas le choix que d'en faire une chance. Réflexion sommaire, je vous l'accorde, mais de cette réflexion sommaire apparaît une tension dans le sujet
Et donc dans la question qui nous est posée ce soir, il y a un terme qui m'a posé une difficulté lorsque je me suis posée sur le sujet, et c'est un terme qui m'a réellement posé une difficulté. C'est pas le terme de handicap, c'est pas le terme de personne extraordinaire, c'est le terme de chance, la notion de chance. Je viens de vous le dire, à mon sens, nous n'avons pas le choix que d'en faire une chance. Mais à partir du moment où, d'une manière ou d'une autre, j'introduis dans mon propos la notion de choix, eh bien dès lors, je ne peux plus me situer sur le terrain de la chance. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair, je vous propose de partir bien, tout simplement de la définition de la chance. La chance, j'ai pu lire, c'est un concept qui exprime la réalisation d'un événement positif, améliorant la situation humaine, sans lien causal avec les actions de l'individu et sans action maîtrisée sur le résultat positif atteint. De cette définition, la chance, elle n'existe donc que si on a éprouvé ce résultat positif. C'est parce que je connais ce résultat positif, que je l'ai déjà rencontré, c'est parce que je le connais que je sais, que je reconnais que c'est une chance. Elle n'existe que si on peut l'apprécier, que si on peut la reconnaître, et donc que si on a déjà fait l'expérience personnelle de ce résultat positif atteint. La chance, de ce point de vue, elle existe, mais elle existe uniquement si on la voit, ou plutôt si on la regarde. À l'inverse, si on détourne le regard, la chance, elle n'existe plus, ou je vais même aller plus loin, la chance, elle n'a jamais existé. C'est pour cela que lorsque nous parlons de chance, nous introduisons souvent d'autres concepts qui sont cette fois-ci de l'ordre du choix. Tenter sa chance, provoquer sa chance, ou au contraire laisser passer sa chance. La chance, finalement, elle n'est pas le fruit du hasard. Elle est un état d'esprit et elle est une compétence qui se développe et qui s'entretient. La chance est un choix. Et si la chance est un choix, alors les personnes extraordinaires dans la définition de l'inhabituel, de ce qui n'est pas l'usage ordinaire ou l'ordre commun, eh bien ces personnes extraordinaires, elles ne deviennent extraordinaires, cette fois-ci dans le sens de ce qui suscite l'admiration, la surprise, par sa singularité, par sa rareté. Eh bien ces personnes, elles ne deviennent extraordinaires que si nous posons ce regard, si nous contemplons cette réalité et si nous lui donnons l'espace nécessaire et suffisant pour exister. À cet instant, notre responsabilité collective, elle devient entière et elle devient déterminante. Notre responsabilité collective, elle devient celle de permettre aux personnes extraordinaires de révéler la chance qu'ils sont. Et notre responsabilité collective, eh bien, elle devient celle de saisir notre chance et de la faire durer. En préparant mon sujet, j'ai particulièrement 2 expériences personnelles qui se sont rappelées à mon souvenir. Expériences dans lesquelles j'ai éprouvé la chance, et la chance immense, que représentent pour nous tous les personnes extraordinaires. Et je vous demande de voir avec moi que cette chance, elle n'a pu se manifester et elle n'a pu exister que parce que des actions ont permis et accompagné la naissance de ce résultat positif. Pour la première histoire, je vous la raconte avec une émotion particulière parce que c'est la première fois que je la partage, alors que c'est une belle histoire et que je pense qu'elle mériterait d'être largement connue. Cette première histoire, elle porte le nom d'Ophélie et elle porte surtout le nom de Lia. Ophélie, c'est ma plus vieille amie, c'est ma témoin de mariage et c'est la marraine de ma seconde fille. Elle est infirmière de formation et en 2020, elle a créé son cabinet d'hypnothérapie et elle s'est formée au Snozellen. Elle ne savait pas trop pourquoi à l'époque, mais moi je pense que le Seigneur fait bien les choses.
Le Snozelen, si vous ne savez pas ce que c'est une thérapie par les sens qui s'est d'abord développée dans le cadre du handicap mental. Et je vais vous donner un premier indice de là où je veux vous emmener. C'est une pratique qui fonctionne extrêmement bien et qui a ensuite été élargie au domaine de la petite enfance ou à d'autres secteurs comme la gériatrie. Pour revenir sur mon amie, nous donnons naissance chacune en 2021 à nos filles aînées. Ophélie accouche d'une petite Lia au mois de mai et je donne naissance à Aliénor au mois de novembre. Très tôt, Ophélie rencontre des difficultés avec sa fille qu'elle ne comprend pas. Elle est assez rapidement, assez largement dépassée par des crises de la part de sa fille, des crises qui deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus fortes, de plus en plus incompréhensibles pour mon amie et qui la mettent en grande difficulté. De par sa formation, de par également une histoire personnelle, Ophélie va entreprendre quelques petites astuces, timidement, mais avec des résultats assez mitigés. Et au cours d'une conversation téléphonique où Ophélie m'explique qu'elle trouve que c'est une mauvaise mère et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne comprend pas sa fille, eh bien, je lui indique au téléphone que, en tout cas, ce qu'elle m'indique me fait écho avec un membre de ma famille qui est atteint d'un trouble du neurodéveloppement. Ophélie est ouverte, elle prend rendez-vous chez un neuropsychologue et le diagnostic tombe assez rapidement. Lia est atteinte d'un TSA, d'un trouble du spectre autistique. Le jour où Ophélie me l'apprend, 2 choses incroyables se produisent. La première est profondément positive et je pense qu'on a tous à apprendre de cette histoire. Et la seconde, elle est injustement négative, mais là aussi, nous avons notre part de responsabilité et nous pouvons agir. La négative, c'est qu'à l'annonce de ce diagnostic, je n'entends pas une seule fois dans la bouche de mon amie une peur qui serait fixée sur sa fille. La seule et unique peur que mon amie me rapporte, elle se situe sur le regard que portera la société sur sa fille. La positive, c'est que immédiatement, mon amie se dote d'une force incroyable pour sa fille et elle se libère complètement de sa culpabilité et développe des trésors à partir de cet instant pour aider sa fille. Et ce qui est incroyable, c'est que le diagnostic, il a cassé toutes les barrières de conformisme. Et ce diagnostic, il a donné une espèce de carte blanche, comme un passe-droit à mon amie, pour faire, pour penser et pour imaginer différemment. Ma fille est différente, ok, je vais faire différemment. Mais ce qui est très particulier dans le fait de raisonner de cette manière-là, c'est que faire différemment pour une personne qui est différente, c'est tout simplement s'adapter. Et je crois qu'on a tous à apprendre et à gagner de ce souci de s'adapter. Je pense qu'on est tous collectivement des êtres qui avons besoin de sens à ce qui nous est proposé, de sens à ce qui nous est ordonné. Alors voilà, à mon sens, ce que sont les personnes extraordinaires. Ce sont à la fois nos anges gardiens, nos modérateurs, mais également nos petits cailloux dans la chaussure, parce qu'ils nous forcent à nous arrêter et ils nous forcent à prendre soin de nous. Pour être plus clair, avant le diagnostic, Ophélie, elle ne comprenait pas pourquoi ce qui était censé fonctionner, parce qu'on a appris un jour ou qu'on a pris l'habitude d'entendre que telle chose doit fonctionner, eh bien, elle ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas sur Lia, pour Lia. Elle se disait simplement qu'elle était une mauvaise mère et qu'elle devait trouver une solution pour faire rentrer sa fille dans le droit chemin. Le diagnostic lui a permis de penser autrement. Et pour ma part, j'ai été immédiatement fascinée par ce qui se jouait à cet instant.
j'ai été immédiatement fascinée parce que Lia n'avait pas changé. Entre l'instant avant qu'elle rentre dans le cabinet de la neuropsychologue et l'instant immédiat après l'annonce de ce diagnostic, Lia était strictement la même petite fille, avec ses émotions, ses comportements, avec ses crises, parfois. Lia était strictement la même. Alors, qu'est-ce qui a changé à cet instant ? La seule chose qui a changé, c'est notre propre perception. Notre propre perception de ce qui doit être ou ne pas être, de ce qu'on est censé attendre d'une petite fille de 3-4 ans ou non. Ophélie, depuis ce jour, elle a développé de nombreux outils et astuces pour sa fille, pour l'aider dans la gestion de ses comportements et de ses émotions. Mais je serais profondément injuste et surtout inexacte si je vous disais que cette histoire, elle n'a aidé qu'Ophélie ou elle n'a aidé que Lia. Évidemment que c'est une histoire qui a profité à moi, à ma fille, Aliénor, mais qui a également profité à toutes les personnes que mon amie accompagne à son cabinet. Lia, du haut de ses 3 ans, par le simple fait d'exister et par la force de ses contestations face à des pratiques éducatives qu'elle ne comprenait pas et qui ne lui étaient pas adaptées, eh bien Lia a forcé en retour son entourage à penser différemment, à repenser les choses. Mais moi, ma fille Aliénor, également du haut de ses 3 ans, qui certes avait plus de facilité à se modeler à nos attentes en tant que parents, parfois elle n'en était pas plus épanouie. Et aujourd'hui, je crois que ma fille, elle reçoit une éducation qui est en tout cas plus consciente, plus adaptée, plus réfléchie. Et ça, c'est grâce à Lia. C'est pour ça que je dis que les personnes extraordinaires sont des anges gardiens, des modérateurs et des petits cailloux dans la chaussure. Ils sont une injonction faite à la société de réfléchir, de se réinventer, de s'adapter. Et ça, on en a besoin en permanence. Ces piqûres de rappel, on en a besoin en permanence. Et c'est même plus fort que ça. Les personnes extraordinaires, elles sont un ordre à cultiver nos différences, à prendre soin de chacun et à construire un monde qui ne laisse personne sur le banc de touche. Et ça, il n'y a pas besoin d'être porteur de handicap pour savoir ce qu'on ressent lorsqu'on est mis sur le banc de touche. Et ça nous est tous arrivé un jour. Et vous voyez, je vous parlais de Snozelen tout à l'heure, donc cette pratique qui s'est développée pour offrir des espaces d'apaisement à des personnes porteuses de handicap mental. C'est une pratique qui fonctionne extrêmement bien. Et on s'est rendu compte par la suite que ça fonctionnait également extrêmement bien pour les jeunes enfants et pour les personnes âgées. Alors, selon les études et selon les tranches d'âge observées, entre 25 et 50% d'entre nous ont de chance, 25 et 50% d'entre nous ont la chance, ou pas vraiment, de connaître au cours de leur vie une situation de handicap de manière temporaire ou durable. 25 ou 50% d'entre nous. En revanche, je pense qu'on est unanime ici pour dire que 100% d'entre nous sont passés par la petite enfance et, sans vouloir vexer personne, entre 80 et 90% d'entre nous connaîtront la vieillesse un jour. Oui, les personnes extraordinaires, elles sont une chance pour tous, à la condition de partir d'eux, à la condition de s'inspirer d'eux et de ce qu'ils veulent nous dire ou nous faire comprendre. Et donc, à la condition qu'on leur laisse leur place ou qu'on leur crée une place. Et il n'y a pas un seul sujet, un seul domaine
où on n'apprend pas de la différence, où la solution, elle n'est pas de cultiver nos différences. Cultiver nos différences, c'est tout simplement être capable de faire de la place à ce qu'on est, à notre essence profonde, à ce qui nous rend uniques et à ce qui fait en sorte que notre existence, tout simplement, elle a du sens. La deuxième expérience personnelle, je vous la livrerai un tout petit peu plus tard pour appuyer mon propos, parce que d'abord, je veux nous donner quelques clés, j'ai réfléchi avant de venir ce soir à nous donner quelques clés, pour qu'on puisse s'emparer de cette responsabilité collective qui est la nôtre. Il y a un moyen, enfin pas qu'un, mais en tout cas, moi je vois un moyen pour faire de cette question, les personnes extraordinaires, une chance pour tous, pour faire de cette question une réalité. Et je suis au bon endroit ce soir, parce que ce moyen, c'est le droit. Ce moyen, il passe par le droit, il passe par la loi. J'ai pu intervenir l'année dernière à un TEDx à Centrale Nantes, où je suis intervenue pour parler de notre capacité à faire bouger les lignes par le droit. Et le sujet de ce soir en est une parfaite illustration. Le droit, c'est un ensemble de règles contraignantes qui organisent la conduite des hommes dans notre société. Le droit, il se construit en réaction à nos comportements, à nous, individus, qui composons la société. Le droit, il n'est pas là pour inventer. Le droit, c'est un phénomène de réaction à des situations qu'il constate. Il peut le faire de plusieurs manières. S'il n'aime pas ce qu'il constate, il va l'interdire, le limiter, ou alors forcer nos comportements à prendre une direction différente. À l'inverse, s'il aime la situation qu'il constate, eh bien, il va l'encourager, la favoriser, ou l'imposer au plus grand nombre pour qu'elle se multiplie. Parce que le droit s'inspire de nous, de nos comportements et des situations que l'on crée, eh bien nous devenons automatiquement des fabricants du droit. Et nous devenons automatiquement maîtres et acteurs de ce que la loi peut venir faire dans notre société, et donc ce soir, de ce que la loi peut venir faire pour nos personnes extraordinaires. Alors dans ma réflexion que je vous partage ce soir, je vois deux missions qui se succèdent et qui peuvent être les nôtres. La première mission, c'est de créer les situations de chance pour justement montrer à la société, et donc montrer au droit, que la personne extraordinaire est une chance. Et puis la seconde mission, c'est d'aller fixer dans la loi cette situation, la situation qu'on a créée, eh bien pour la faciliter, l'encourager, la multiplier. La première mission, donc, créer les situations de chance, elle passe par plusieurs canaux avec un mot central, c'est agir. Agir individuellement. Nous pouvons tous agir d'une façon ou d'une autre. De nombreuses personnes le font par la création ou la participation à des actions associatives. Et le tissu associatif en France est d'une si grande richesse qu'il y a l'embarras du choix. C'est qu'il y a plus d'1 million d'associations actives en France et plus d'un quart d'entre elles qui sont consacrées à la défense des droits ou à l'action sociale en règle générale. Donc il y a de quoi se servir. Et ma seconde histoire, elle vient se loger ici. Et ma seconde histoire, elle porte le prénom de Manon. Manon, c'est une jeune adulte qui est porteuse de trisomie 21. Et je la rencontre alors que je suis à l'inauguration d'un restaurant qui s'appelle le restaurant Origami, où je représente notre bâtonnier ici présent, mon bâtonnier en tout cas, notre bâtonnier ici présent, Louis-Georges Barret. Donc c'est une anecdote qui est très récente, qui date du mois de septembre.
Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, lorsqu'on va à un événement et qu'on représente quelqu'un. Lorsqu'on représente quelqu'un, on n'y va pas en notre nom. Et parce qu'on n'y va pas en notre nom, personne ne sait pourquoi on est là, ni qu'on représente la personne qui était invitée initialement. Et pourtant, il faut bien s'y rendre, essayer de se mettre au milieu de tout ça et aller expliquer à la personne qui avait invité celui qu'on représente et qui n'a pas pu venir, qui est la raison pour laquelle nous sommes là, lui expliquer que nous sommes là en représentation. Donc je vais à cette inauguration dans ce petit restaurant. Quand j'arrive, il est littéralement plein à craquer. Il y a des élus, il y a des partenaires, beaucoup de gens qui se font la bise, bref. Moi qui connais personne et personne qui me connaît, ça n'arrange pas vraiment mes affaires pour aller me présenter. Mais c'est un endroit très sympathique et à cette occasion, je découvre le projet qui est porté par une famille qui permet à des jeunes en situation de handicap ou en décrochage scolaire, qui leur permet de se former au monde du travail en milieu ordinaire tout en leur offrant un cadre qui est adapté à leurs besoins. Et donc si ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît personne à ce genre d'événement ? On va au buffet. C'est un restaurant, c'est un événement, donc il y a un buffet. Ça, je sais faire. Donc je me rends au buffet. J'échange quelques mots avec des personnes qui, comme moi, ne connaissent pas grand monde. Et assez rapidement, je suis attirée par un petit bout de femme qui est très à l'aise, qui a un sourire jusqu'aux oreilles, qui a un plaisir d'être ici qui est contagieux et qui est absolument pas dissimulé ou contenu. Ce petit bout de femme, c'est Manon. Et donc Manon, elle est porteuse de trisomie 21, mais elle est surtout porteuse d'une sacrée dose de joie. Je ne sais plus dans quel sens ça se fait, je l'aborde, elle m'aborde, en tout cas on s'aborde avec une facilité et une simplicité déconcertante, comme pratiquement seules ces personnes savent le faire. Et donc nous entamons une discussion animée. Je lui demande où elle travaille. Elle m'explique qu'elle travaille depuis de nombreuses années dans un restaurant porté par un projet du même nom qui s'appelle Chromosome. Et Chromosome, c'est un projet, donc un restaurant qui vise à permettre à des adultes trisomiques d'accéder au marché du travail, mais dans un cadre protégé, proche de la réalité, et donc qui permet de créer un lieu de rencontre. Nous parlons de son travail et sur un coup de tête, elle me prend la main et elle m'entraîne au milieu du restaurant parce qu'elle veut absolument me faire rencontrer les fondateurs de ce projet, qui sont également ici présents, parce que c'est un petit monde où tout le monde se connaît. Et donc, elle me met entre les mains de Eric et Marie-Astrid, qui sont donc les fondateurs du projet Chromosome. Je commence à discuter avec Marie-Astrid et Manon. Et très rapidement, il y a une femme qui passe devant Marie-Astrid. Elles se connaissent, donc elles se prennent dans les bras. Et pour la politesse, Marie-Astrid me présente. Et donc cette personne, c'est Patricia. Et Patricia, c'est celle qui m'a pas invitée, mais celle qui a invité Monsieur le Bâtonnier. Donc c'est la fondatrice du projet Origami, donc la personne à qui je voulais me présenter. Et ça, c'est la place des personnes extraordinaires. Les personnes extraordinaires, ce sont des ponts entre nos codes rigides, nos peurs souvent infondées. Ce sont des ponts entre nos caractères parfois trop durs ou trop fermés. Et ce sont des ponts par leur qualité relationnelle innée et bienveillante. Ce sont des ponts par leur gentillesse, leur joie, eux qui sont sans barrière sociétale ni sociale. Manon, ce soir-là, elle m'a sacrément aidée. Et Manon, elle a pu le faire parce qu'elle avait été aidée à son tour et qu'on l'avait aidée à trouver sa place. Et ça, c'est la première mission. Créer les situations de chance.
La seconde mission, cette fois-ci, c'est mettre en mouvement le collectif. Et ça passe par la loi, par le droit. Manon, elle peut rayonner parce qu'on lui a fait une place. Cette place, elle lui a été offerte par des individus. Mais si à l'avenir, on veut que toutes les Manon, elles puissent aider toutes les Noémies à des inaugurations où elles ne connaissent personne, eh bien pour ça, on doit imposer au collectif de créer des places à toutes les Manon. Et ça passe par le droit. Ça passe par la loi. En tout cas, c'est un des moyens. Avec une attention toute particulière à ce que l'on veut véhiculer. Et la première étape, selon moi, elle passe d'abord et avant tout par un renversement de l'image que l'on a du handicap. Et c'est une image qui est en partie liée à la définition qu'on donne aujourd'hui du handicap. La loi de 2005, elle vise et elle offre une notion du handicap qui est une notion objective, abstraite, froide. Le handicap, dans la loi de 2005, c'est presque une sentence. En ce que la définition, elle donne une interprétation qui est centrée sur les incapacités de la personne. Et c'est ça qui est assez fascinant avec le droit, mais dans cette situation qui est également assez insupportable, c'est que le droit, il donne le ton. Le droit, il ne donne pas vie à ce qui existe déjà. Le droit, il n'a pas créé le handicap. En revanche, le droit, il a créé la façon dont par la suite on va s'en emparer pour créer nos règles contraignantes. Le droit, il colore l'existant. Il lui donne une consistance juridique et dans le même sens, il introduit la façon dont il va être appréhendé par le droit, par la loi. Alors la première étape, c'est de définir autrement le handicap. Et on peut faire ça, par exemple, en se référant à la définition qui est donnée par la Convention des Nations Unies, relative aux droits des personnes handicapées. La Convention, elle s'ouvre sur un préambule qui propose une photographie de l'existant et donc de la base sur laquelle les États parties à la Convention vont pouvoir travailler. Et donc ce préambule, il dit deux choses sur le handicap. Premièrement, le handicap est une notion qui évolue, et ça c'est quelque chose de fondamental. Le handicap, c'est pas figé. Le handicap, c'est mouvant, en permanence, comme toute notre société, et le handicap ne fait pas exception. Et la deuxième chose, c'est que les situations de handicap, elles se révèlent dans nos interactions. Cette seconde définition, et ça c'est le collectif handicap en France qui le dit assez justement, cette seconde définition, elle permet une approche multidimensionnelle du handicap. C'est une approche par les droits. C'est une approche dans l'optique de mettre en place des réponses vis-à-vis des besoins des personnes, et ce sont des réponses qui sont définies en fonction des retentissements, de la situation personnelle de chacun, sur la participation à la vie en société. La loi de 2005, aujourd'hui, elle offre une définition et une approche qui est médicale. Et donc changer la définition, c'est déjà changer la place et la posture des personnes porteuses de handicap. C'est les faire basculer de sujets trop souvent passifs à des sujets actifs. C'est parce que nous allons favoriser l'intégration de ces personnes qu'elles vont déployer leur plein potentiel et leurs ressources et qualités qui leur sont propres. Nous pouvons le faire et nous pouvons le choisir chaque jour, individuellement. Mais si nous voulons qu'elle devienne une chance collective, une chance pour tous, nous devons modeler notre société pour que ces initiatives individuelles, elles deviennent une réalité collective. Et pour que puisse résonner cette vérité que, oui, les personnes extraordinaires
sont une chance pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Noémie. En vous entendant, je me suis dit que le bâtonnier avait bien fait de vous demander de le représenter et qu'il n'hésitera pas, le connaissant un peu, à recommencer. J'ai dit tout à l'heure mes remerciements, Monsieur le Président, mes remerciements à l'ICES. Et en écoutant Noémie, je lisais l'audace d'être libre. L'audace d'être libre, c'est l'audace d'avancer quand la société nous freine. L'audace d'être libre, c'est l'audace de vos 3 étudiants, Amélie Le Goff, Alix Clévy, Alaric de Tourtier. Ceux qui me connaissent comprennent pourquoi je lis, puisque je me trompe habituellement toujours et dans les prénoms et dans les noms. Donc j'ai écrit. Parce qu'il faut être audacieux pour se dire « Ah, on nous demande d'écrire une loi, eh bien on va le faire ». Et je ne connais pas beaucoup d'endroits, de facultés, d'universités qui laisseraient cette liberté, cette audace à leurs étudiants. Aborder le thème du handicap en France est toujours quelque chose de dangereux. Parce que soit on teinte le propos d'un peu de misérabilisme convenu, soit on décide de considérer qu'il s'agit d'une cause juste, qui permettent en réalité de prendre du recul pour connaître et juger la société à laquelle nous appartenons. Se poser tranquillement la question de la place du handicap, des personnes en situation de handicap, et je reviendrai tout à l'heure sur ces termes malheureusement oubliés récemment. Se poser cette question, c'est s'obliger à s'interroger profondément, véritablement sur la différence, sur les différences. Parce que le mot handicap lui-même fait souvent peur, et je vais vous dire quelque chose, c'est normal. C'est normal parce qu'on a le sentiment, ou on s'est laissé donner le sentiment d'une infériorité par rapport aux autres, d'un combat qu'il faudra mener, comme si la personne en situation de handicap n'était pas, pour reprendre un terme actuel, on va faire plaisir aux tenants du verbiage récent, un citoyen comme les autres. Or, à force de m'engager, de travailler, d'échanger sur cette question, j'ai choisi depuis 20 ans maintenant un autre vocabulaire, celui d'ordinaire et d'extraordinaire. Parce qu'évidemment, dans tout ensemble social, il faut des gens ordinaires, qui font des choses ordinaires, comme les autres, qui sont adaptés, qui ont un système scolaire qu'ils suivent normalement, qui sont adaptés à la vie sociale, bref, des personnes ordinaires qui, parfois, peuvent un peu nous ennuyer, des gens sans aspérité. Et puis, il faut des gens extraordinaires. Il faut des gens extraordinaires, sans doute d'abord pour faire mesurer aux gens ordinaires la différence qui est la leur, peut-être aussi parfois la chance qui est la leur, de ne pas avoir à s'interroger avant de faire telle ou telle activité, de se dire qu'elles ont une totale liberté, sans parfois même avoir besoin d'audace. Bref, de regarder que l'on peut être différent dans ce monde. Alors, lorsque vous m'avez gentiment proposé d'intervenir, et que vous saviez que j'étais volontiers un peu provocateur, je vous ai dit, tiens, on va reprendre un titre de journal d'il y a quelques années, « Une chance pour tous ». Parce qu'en effet, il y a quelques années, interviewé par un journal local, dont je tairai le nom, puisque le premier mot est « Ouest » et le deuxième mot « France », j'avais osé dire « le handicap est une chance ». Quand je dis « oser », c'est parce que vous n'imaginez pas les réactions du lendemain. Comment peut-il dire ça? Enfin, le handicap, c'est une douleur, c'est pas une chance, c'est une impossibilité. Oui, mais en réalité, toutes ces bonnes consciences qui me fustigeaient avaient sans doute oublié
que la chance du handicap, c'est la chance de voir le monde autrement. Et vous l'avez parfaitement dit, Noémie, tout à l'heure. La chance de regarder chaque instant de vie comme une grâce. Avant d'être, et c'est vrai, un frein incontestable, avant d'être une souffrance pour la personne elle-même ou sa famille, c'est d'abord la preuve que la vie est là, dans toute sa force. Et je voudrais vous dire deux choses sur ce point. Parce qu'en fait, en y travaillant depuis un certain nombre d'années, je constate que c'est une chance pour la société tout entière. Je vais dans un instant gagner un pari. J'en suis désolé, Monsieur le Président. Noémie, vous avez dit il y a quelques instants que c'est un caillou dans la chaussure. Je vous dirais, Monsieur le Président, que c'est la fourmi qui renverse l'éléphant. C'est la fourmi qui renverse l'éléphant parce que c'est par la fourmi que l'éléphant revoit sa norme. Alors je vais expliquer les choses. Vous m'avez fait l'honneur, monsieur, de dire que j'avais cofondé un restaurant qui s'appelle Le Reflet. En réalité, maintenant, il y en a un certain nombre partout parce qu'on a créé une brigade des restaurants extraordinaires. Bref, dans ce restaurant, nous avons 80% de nos salariés qui sont atteints d'une trisomie 21, c'est-à-dire qu'ils ont un chromosome en plus. Ils ont de l'affection en plus, ils ont de la tendresse en plus, ils ont de la gentillesse en plus, ils ont de la sensibilité en plus. Et en les embauchant, on leur a dit, vous aurez un contrat de travail comme les autres. Vous êtes dans une entreprise ordinaire, dans un restaurant ordinaire, qui par ailleurs, je ne fais pas de publicité, mais puisqu'on est là, qui est aujourd'hui le 4e meilleur restaurant de Nantes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc vous allez avoir un contrat de travail ordinaire. J'ai rédigé des contrats de travail, je suis un peu spécialiste en droit du travail, alors j'ai rédigé des contrats de travail. Et puis, le premier, le deuxième est venu signer avec ses parents, très content, très heureux, très bien. Et puis l'un d'eux, celui qui a à la fois le plus d'humour et le plus d'enthousiasme, celui qui, quelques années plus tard, lorsque nous étions reçus à l'Élysée, a dit à Brigitte Macron, venez donc faire une photo avec moi si vous avez envie d'être connu. Mais c'est vrai. Celui-là me dit, écoute, ton contrat, j'y comprends rien. Je comprends rien à ce que tu me dis. Et là, ça m'a interrogé. Et je me suis dit, je suis en train de leur faire signer des contrats de travail ordinaires, je suis hyper content comme juriste. J'ai pas eu Marilyn comme professeur, mais je suis hyper content comme juriste de pouvoir rédiger un contrat de travail. Mais celui qui le signe ne le comprend pas. Alors on a travaillé. On a travaillé pour rédiger un contrat de travail que cette personne et ses collègues puissent comprendre. Et on l'a rédigé. Et ils l'ont signé. Mais quand je vous dis que c'est une chance, quelques mois plus tard, les 4 salariés ordinaires du restaurant sont venus me voir en me disant « Dis donc, il y a quelque temps, on l'a signé, ton contrat de travail, mais entre-temps, on a lu celui. Ben, on préfère celui-là parce qu'on le comprend. » Et voilà comment la personne extraordinaire est devenue en quelques instants la chance de la personne ordinaire. Et ce que je vous dis là, vous pouvez le dupliquer à toutes les situations pour lesquelles nous nous battons. Lorsque nous décidons, notamment pour des personnes atteintes de troubles autistiques, combattons, nous rencontrons les dirigeants de supermarchés. Alors ce que je dis un jeudi soir devant des étudiants, ça ne va pas, parce que déjà vous êtes venus là, vous n'êtes pas partis en soirée, il y a des endroits où il y a plus de bruit, etc. Bon, bref. Et on convainc les dirigeants de supermarchés, 2 heures par semaine, pour certains 2 heures par jour. On leur dit, voilà, on a des personnes autistes dans ce pays qui aimeraient bien pouvoir faire leurs courses toutes seules. Mais confrontées au bruit, confrontées à la lumière, confrontées au mouvement, confrontées au monde, elles seront mal dans votre magasin. S'il vous plaît, donnez-leur du temps. Alors ils ont, pour certains d'entre eux, accepté, sur un créneau, ils baissent la lumière, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de son, il y a sans doute un peu moins de monde, et on a des personnes atteintes de troubles autistiques qui vont faire leurs courses toutes seules. Eh bien, figurez-vous, et je dis soit un soir de tonus, c'est pas normal, mais figurez-vous que beaucoup de gens se sont dit, mais quelle chance en fait.
Moi, j'ai envie d'aller faire mes courses en même temps que ces gens-là parce que qu'est-ce que je suis content d'être avec eux. Il n'y a pas de bruit, ça va doucement, il n'y a pas trop de lumière. Et puis on a affaire à des gens qui voient le monde autrement. Et donc avec ces personnes extraordinaires, les personnes ordinaires ont découvert que faire leurs courses, ça pouvait être agréable. Et je peux multiplier les exemples à l'envi. Lorsque pour des personnes atteintes de troubles de la rapidité de compréhension, on ralentit l'informatique, ce sont toutes les assistantes des entreprises qui remercient. Donc quand on parle de chance, il faut bien entendre que c'est une chance pour tous. Il ne s'agit pas, évidemment, de vouloir vous choquer, il ne s'agit pas de vouloir vous heurter. Et il ne faut pas qu'une conférence comme celle-ci vous voit ressortir en vous disant « Oh, quelle tristesse !» Non, surtout pas. Vous l'avez dit, Noémie, dans notre société, 70 millions d'habitants en France, 12 millions de personnes en situation de handicap. Et 12 millions de personnes en situation de handicap, vous allez vous dire « Ah bah, j'en croise pas tant que ça. » Et pourtant, 80% des personnes en situation de handicap sont atteintes de ce que l'on appelle un handicap invisible. Je ne vais pas dire que pour elles, c'est le plus simple, c'est souvent plus difficile. Parce que la représentation qu'a voulu le législateur, et puis on est en France, donc il a fallu trouver un petit terme, les personnes à mobilité réduite, devenues les PMR. Ah, vous êtes un PMR? Ah non, je suis juste en situation de handicap. Et en fait, je ne suis pas en mobilité réduite, j'ai juste besoin de temps pour faire les choses. Ces situations de handicap invisibles, ce sont ceux qui ne sont pas apparents aux yeux des autres, pas détectables si la personne garde le silence sur ses difficultés. Et parfois, elle garde le silence par peur du regard des autres ou d'une stigmatisation, je vais y revenir. Elle n'a pas de fauteuil roulant, elle n'a pas de canne blanche, elle n'a pas d'équipement spécifique. Et pourtant, les conséquences sont fondamentales. Ce sont des troubles cognitifs, ce sont des troubles sensoriels, ce sont des troubles psychiques, ce sont des maladies invalidantes. C'est par exemple l'infirmité motrice cérébrale. Il n'y a pas très longtemps, un garçon que je connais bien me disait « Tu sais, quand je monte dans le bus, évidemment, j'ai toujours mal. » Il est IMC. J'ai toujours mal aux jambes. Je ne peux pas marcher plus que ça. Mais si je m'assois sur le fauteuil d'une personne pour lequel il y a le petit fauteuil, il y a marqué PMR, bref, la France est respectée, là, j'ai le regard des autres sur moi, parce que ça ne se voit pas que je souffre. Et voyez-vous, en vous en parlant ce soir, je n'ai pas envie de me servir de vous, mais j'ai envie que vous vous serviez de vous-même. Pour vous dire que le handicap, c'est quelque chose qui dépasse largement votre vision, dépasse largement votre quotidien, et qu'il faut que vous ayez ce regard porté qui consiste à dire « Tiens, il a l'air, elle a l'air un peu fatiguée. Je ne le juge pas, je ne la juge pas. » Voilà le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point, qui fait que depuis une dizaine de jours, je suis très en colère, ce sont les termes employés. Le handicap ne définit pas la personne. C'est la raison pour laquelle, il y a 20 ans, vous avez rappelé le combat que j'avais pu mener aux côtés de Marianne Monchamp, de Jean-François Chaussy sur la loi handicap de 2005. Nous nous sommes battus pour que l'appellation d'origine contrôlée, si j'ose dire, soit personne en situation de handicap et pas personne handicapée. Alors je sais, personne en situation de handicap, c'est plus long que c'est un handicapé, c'est sûr. Mais chaque terme doit avoir son sens. Le handicap, en réalité, touche, affecte la personne, mais n'est pas la personne. La personne est autre chose. Elle a une autre vie. La notion de situation de handicap qu'on a piqué, et on a bien fait à nos amis canadiens, renvoie au fait que dans certains moments, le handicap ne sera pas prégnant. Il sera comme absent. Et si je vous dis que
ça me met dans une colère noire en ce moment, c'est que je ne fais ni politique ni polémique. Mais enfin, c'est trop facile. Le gouvernement actuel, qui, je crois, à 21h44 est toujours le gouvernement, depuis 2005, et la loi handicap, nous nous sommes battus comme des lions pour que systématiquement les secrétariats d'État soient appelés secrétariats d'État des personnes en situation de handicap par respect de la loi. Dans le gouvernement actuel, sans doute parce qu'on n'avait pas le temps de le composer, on a mis ministre aux personnes handicapées. Et je fais exprès de mettre un S avec le S parce que quand ça a été lu, et si vous réécoutez par le secrétaire général de l'Élysée sur le perron de l'Élysée, il est allé jusqu'à dire personnes handicapées. Bon. Il n'avait pas été formé à l'ICES sur la littérature et sur la grammaire. Mais surtout, ne cédons pas à ça. Ne cédons pas à ça. Tout simplement parce que de là dépend aussi le regard que vous portez. Et puis je vais vous dire, on peut demain vous mettre en situation de handicap. Si demain, avec mon ami avocat au barreau de Paris, atteint de cécité, si demain on vous met des lunettes noires et que vous allez jouer au foot avec l'équipe de France de cécifoot, médaille d'or des Jeux Olympiques, je vous assure que c'est vous qui serez en situation difficile. Si demain, je vous demande d'aller faire un compte mathématique complexe avec une personne atteinte d'autisme Asperger, vous allez perdre. Vous allez perdre parce qu'elle aura calculé beaucoup plus vite que vous. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que la force de la terminologie que l'on emploie, c'est la chance que vous donnez à la personne en situation de handicap de vous montrer qu'elle est capable de faire plein d'autres choses que ce qui la tient par sa pathologie. Et je finis par là, je vous l'ai déjà dit, mais aucun handicap ne peut définir la personne et vous n'imaginez pas combien je peux être choqué quand on parle à propos de la trisomie 21 en disant « Ah, lui, il est trisomique 21. » Ah bon ? Non, c'est un garçon, il a 25 ans, il joue au foot, il aime le théâtre, il sert dans un restaurant. Ah oui, vous avez raison. Par ailleurs, il a aussi une trisomie 21. Vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est de ne jamais définir les gens par leur pathologie. Le troisième point que je veux développer avec vous, et rassurez-vous, je ne serai pas trop long, quoique, vous savez, on se méfie toujours des avocats quand ils commencent en disant « Monsieur le Président, je ne serai pas long ». Généralement, le Président prend un café et se dit « ça va durer 1h30 ». Là, il ne reste pas 1h30, il nous reste à peu près 2 heures, tout va bien. Le troisième point que je voulais développer avec vous, c'est l'évolution de notre société. Je sais que dans cette matière, on a pour habitude de se dire « Ah, ça avance pas ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. 30 juin 1975, première loi handicap. Instauration de l'obligation nationale d'action pour les personnes handicapées, droit à l'éducation, droit à la formation, droit à l'insertion professionnelle, garantie d'un minimum de ressources et accès au sport. Ça ne date, alors je sais que je suis très vieux, mais ça ne date que de 1975. Jusqu'en 1975, il n'y avait rien. Et quand vous lisez les histoires d'après-guerre, on cachait la personne atteinte d'un handicap dans la famille. On ne la montrait pas à la société. 1975, on passe ce cap-là. Juillet 87, première fixation d'une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises d'au moins 20 salariés. Et 11 février 2005. Évidemment, et vous comprenez, c'est une loi qui me tient à cœur, mais on savait qu'elle était imparfaite. C'est le passage à la logique des droits pour les personnes en situation de handicap. C'est le passage au moment où on se dit que les enfants en situation de handicap doivent être scolarisés en milieu ordinaire. C'est le moment où on se dit on va sortir les personnes des lieux d'emploi parce qu'à la suite de la loi de 1975, on avait créé des centres d'emploi
un peu éloignés des centres-villes, plutôt proches des centres industriels, il ne fallait pas trop les voir. Même si ça avait été une avancée extraordinaire, je ne les dénonce pas en disant cela. Là, on dit, non, ils vont venir dans la ville, travailler avec nous, en milieu ordinaire, et ils vont faire bouger les entreprises. Je vous donnerai 1 ou 2 exemples de cela tout à l'heure. Et donc, c'est une loi qui, je le crois profondément, avait pour but de révolutionner les choses. Et ça a été un combat. Ça a été un combat parce que, pour l'écrire, c'était un peu difficile, et pour la faire voter, c'est fou comme les esprits oublient les choses après 20 ans. Au moment du vote, il y a un tiers des députés qui avaient oublié qu'il y avait une séance, un tiers des députés qui a eu un besoin urgent, il restait donc un tiers dans la salle. Parce qu'en réalité, on leur demandait de changer de paradigme sur la vue du handicap. Mais quand on a travaillé sur cette loi, et je me souviens, vous parliez des cocktails, après le vote de la loi, il y avait eu un cocktail, c'est un peu normal, tout le monde était content, on se dit « Ah, on se revoit dans 10 ans, parce que cette loi, il faut la refaire dans 10 ans. » On est en 2025, et on l'a pas refaite encore. Lorsque j'ai eu l'honneur, le grand honneur de devenir votre bâtonnier, j'ai dit d'emblée que ce serait l'un des chantiers majeurs de mon bâtonnat. Que je voulais à la fois créer une commission handicap, que je voulais que la profession entière s'attaque de manière coordonnée au handicap, et j'en dirai un mot tout à l'heure, et que je voulais que l'on travaille sur la loi. Vous avez été là, et vous êtes là. Je mesure que rédiger une nouvelle loi pour des étudiantes ou des étudiants, c'est un vrai défi. Mais en réalité, en le faisant, vous allez bousculer le législateur en l'obligeant à porter le texte. Et puis, c'est un véritable engagement public que vous prenez. Je sais que certains, le jour où cette loi sera votée, je n'ai pas beaucoup d'illusions. Sans doute pas fin 2025 ou fin 2026. Mais ce que je sais par expérience en matière de handicap, c'est qu'en ne renonçant pas, en poussant toujours, en avançant toujours, on fait pousser les lignes. Eh bien, on se souviendra peut-être que ce texte est né dans ces locaux. Et vous pourrez en tirer fierté. Alors vous me direz peut-être quels sont les chemins qu'il convient aujourd'hui de franchir, quelles sont les étapes que nous n'avons pas franchies. Je vois M. Boulanger inquiet qui se dit là, il va reprendre, il commence les 2 heures qu'il a eues d'entretien avec les étudiants de la clinique du droit. Non, juste une petite synthèse. Le premier point, c'est l'assistance des personnes en situation de handicap, ce qu'on appelle les AESH ou les ASH. C'est la loi de 2005 qui les fait vivre. Oui, mais on n'a pas progressé depuis. Leur statut n'est pas reconnu. Leur formation n'est pas reconnue. Leur place véritable n'est pas reconnue. Alors même que celles ou ceux d'entre vous qui ont assisté aux Jeux paralympiques il y a 2 ans, nous n'aurions jamais eu la médaille d'or en cécifoot s'il n'y avait pas à côté des joueurs des gens pour les assister. Les enfants en situation de handicap ne pourraient pas continuer à être scolarisés s'il n'y avait pas des personnes à côté d'elles et à côté d'eux. Et donc, il faut que sur ce point, nous avancions. Et cette loi que vous allez commencer à porter est celle qui doit permettre de donner un statut aux auxiliaires de vie, leur donner une place, leur donner une formation avec une reconnaissance de cette formation au bout. Premier point, cette institutionnalisation. Deuxième point, j'ai fait rire vos camarades tout à l'heure, tout en mesurant que j'étais devenu très vieux, ça m'a fait plaisir. En 2005, on a créé les MDPH, Maisons départementales pour les personnes handicapées, c'est-à-dire un seul lieu, un lieu unique pour les dossiers. Avant, en 2005,
et j'ai des souvenirs assez précis de cela, il fallait aller dans 3 lieux différents, avec 3 dossiers différents. La France a le record du nombre de CERFA. Et alors dans une ville comme Nantes, vous en aviez un à l'est, un à l'ouest, un au centre. Vous mettiez 2h30 pour pouvoir enfin déposer le dossier, et avant qu'on vous appelle le lendemain en vous disant « la page 48 du formulaire 23-24 n'est pas complètement remplie, merci de refaire le tout ». Et donc on a décidé de créer ces MDPH. Un dossier unique, un lieu unique. Avec un point sur lequel je continue de penser que nous avions raison, mais qui s'est avéré ensuite être un échec parce que nous avions sans doute sous-dimensionné la force de l'administration. C'était de faire entrer les familles dans les maisons départementales des personnes handicapées. Mais en 2005, Internet n'existait quasiment pas. Ça vous paraît impossible, mais je vous assure que c'est vrai. Et donc, c'était des dossiers papier. Autant vous dire que toute la numérisation n'existait pas. Donc, avec des maisons départementales et sans numérisation, on en est aujourd'hui encore, alors même s'il y a eu quelques évolutions, on en est aujourd'hui encore au dossier papier. Et on en est aujourd'hui encore au dossier papier avec une départementalisation tellement poussée que une personne, je pense de 2 communes que je connais un peu, qui habite Bourgneuf-en-Retz, Loire-Atlantique, 8 km de Bouin, Vendée, n'aura pas les mêmes droits, et n'aura pas les mêmes reconnaissances, et n'aura pas les mêmes attributions. Je pense qu'il est venu le moment de remercier les MDPH. Vous voyez, j'avais promis que je commencerais bien. Remercier les MDPH et leur dire qu'elles sont dépassées. Et qu'il faut une maison nationale des personnes en situation de handicap, avec un dossier national, avec un dossier totalement numérisé, qui fasse que tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, on ne demande pas à la famille de re-remplir le même dossier en faisant le tour des médecins pour redire, tiens, votre enfant était en situation de handicap il y a 3 ans, mais on n'est pas bien sûr qu'il le soit encore aujourd'hui. Il faut qu'on se serve de la numérisation pour permettre d'avoir une égalité. Je devais parler de l'équité, j'aurai sans doute pas le temps, mais si vous m'interrogez sur le sujet, je vous promets que je répondrai. C'est pour vous aider sur la première question. Mais donc une égalité nationale sur tout le territoire national, une rapidité de traitement et une meilleure gestion, y compris économique. Et je pense d'ailleurs que les départements n'en seront pas malheureux, puisqu'en réalité, ils entretiennent les MDPH, juste sur un point financier, par un flux financier qui vient de l'État, qui est censé rémunérer l'intégralité du coût des MDPH. Ça fait bien longtemps que l'État n'a pas augmenté les fonds, de sorte qu'on sait très bien que les départements ont de vraies difficultés financières sur ces questions, donc il va falloir remettre ça sur la table. Il y a d'autres sujets, mais je m'étais promis d'arrêter à 22h, il est 21h58 et 32 secondes, donc je vais arrêter là pour vous dire 2 choses quand même. La première, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais merci d'être là. Merci d'être là parce que à chaque fois qu'on intervient sur le handicap, on intervient souvent à la suite de tous les autres sujets avec des gens qui sont moyennement intéressés et qui se disent « ah, ils vont encore nous parler de ça ». Merci d'être là parce que je sais que vous en retiendrez des choses pour les combats à mener et c'est votre génération qui mènera ces combats. Parce que vous êtes la première génération, 2005. Vous êtes la première génération à avoir été scolarisée avec des enfants en situation de handicap dans le cadre d'une gestion ordinaire ou d'école ordinaire. Et donc je suis certain que d'une certaine manière ça vous a marqué. La seconde chose que je veux vous dire, c'est que le combat sur cette matière est beau et vous fera grandir. Je n'oublie pas, en disant ces mots, que je suis au sein de l'Institut catholique de Vendée. Le jour où j'ai été confronté au handicap, le Seigneur a mis sur mon chemin ce qui est devenu le combat de ma vie et qui restera pour toujours le combat de ma vie. N'ayez pas peur de le mener. Merci.
Alors l'idée, c'est qu'il y ait des questions. J'en ai inspiré d'une ou deux, mais ce serait bien qu'on puisse débattre, parce que c'est pas qu'on est fatigué, mais on aimerait bien, voilà. Oui, monsieur. Alors, je sais pas si... Monsieur Boulanger fait tout. Il fait même le portage du livre. Merci. Merci. Bon, j'ai une situation un peu particulière. Je ne suis pas étudiant, je suis parent d'enfants handicapés. D'abord, le Reflet, je connais, puisqu'à La Roche-sur-Yon, il y a également un restaurant qui s'appelle Au Bel Endroit, qui fait partie également des brigades extraordinaires, et dans lequel j'ai la chance d'avoir un fils trisomique, Timothée, qui y travaille. Donc, vous êtes tous invités à y aller, bien sûr. Excellente adresse. Première réaction, d'abord, c'est ce que disait Noémie. Je trouvais qu'elle parlait de l'IA beaucoup. Et en l'écoutant, je disais, mais l'IA, c'est l'intelligence artificielle, alors que nos enfants, c'est plutôt l'IH, l'intelligence humaine. Parce que c'est pas une chance, c'est une chance pour tous, parce que c'est une chance, parce que ça nous oblige à changer. La personne par elle-même, elle est, par sa différence, elle nous oblige à changer. C'est ça qui est important. Et puis ma question, elle est surtout autour d'un terme que vous n'avez pas utilisé et qui me paraît essentiel, parce qu'on n'est pas forcément là pour leur donner un travail, mais on est là pour les aider à grandir. C'est d'ailleurs tout le sens du mot autorité. Et donc ce qui est important, c'est que quelle que soit cette personne, dans quel état il est, ce qu'il faut, c'est qu'on se mette à leur hauteur, à sa hauteur, pour l'aider à grandir en autonomie et en indépendance, même s'il ne peut pas avoir un travail salarié. Et donc j'aimerais bien qu'on développe la notion d'autonomie. Merci beaucoup d'abord, monsieur. Je crois que quel que soit, si vous m'autorisez ce premier bout de réponse, pas facile mais profond, quels que soient les enfants qui nous sont donnés, notre seule mission, c'est de les faire grandir. Et j'ajoute un point qui ne dépend pas uniquement de nous, d'essayer de les accompagner vers le bonheur. Et c'est compliqué. En revanche, vous avez raison. Et on aurait pu commencer par cela tout à l'heure. La chance de faire grandir un enfant extraordinaire, c'est, mais Noémie l'a un peu dit tout à l'heure, c'est de mettre à la poubelle tous ces codes. Rien ne se passe jamais comme prévu. À partir du moment où on a ce postulat-là, je pense que vous voyez ce que je veux dire, à partir du moment où on a ce postulat-là, on peut les faire grandir. Et puis un autre point, je pense, qui est la suite de votre question. Je voudrais simplement intervenir là-dessus, c'est parce que moi, je ne suis pas là pour les faire grandir. Je suis là pour leur donner un espace où grandir. Mais c'est eux qui grandissent, je ne grandis pas à leur place. Non, mais on les aide à grandir quand même. Et puis, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que ces enfants, notre rôle, c'est de leur permettre de trouver leur place, qui est parfois exactement pas celle à laquelle on avait pensé. Je vais vous donner un exemple. Vous avez gentiment parlé des brigades extraordinaires. J'en parlais cet après-midi aux étudiants. Il y a quelque temps, une famille vient nous voir parce qu'elle veut qu'on embauche sa fille, atteinte aussi de trisomie 21, au sein du Reflet. Alors, comme d'habitude, on a reçu les parents, puis on la reçoit elle, et on discute avec elle. Et mais t'as envie de faire du service? Ouais. La restauration, ça te tente? Ouais. Bon. Et donc, on se dit, il y a un truc. Et puis, au bout de quelques minutes, quand on l'a senti un peu détendu, elle dit, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, on a vu un sourire qui faisait 4 fois le tour du visage. Et la grande chance des personnes atteintes de trisomie 21, c'est quand elles sont contentes, on le sait. Ben moi, je veux être vendeuse en prêt-à-porter. Ah ben d'accord. C'est pas nécessairement ce que nous ont dit tes parents, mais c'est pas grave.
Et donc, on a travaillé, on a reçu les parents après, qui nous disaient, bah oui, mais attendez, d'accord, elle veut être vendeuse en prêt-à-porter, mais on ne trouvera pas. On s'est bagarré, je rencontre régulièrement les dirigeants nantais, donc en fait, on avait trouvé une astuce. C'est pas bien, mais je vous assure qu'in fine, ça a été drôle. On leur a dit, mais puisqu'il y avait des représentants de magasins de prêt-à-porter, ah bah nous, on a une personne là qui est hyper motivée, qui veut absolument être vendeuse en prêt-à-porter, etc. Ah bah on en a besoin, on recherche, on a des affiches depuis des mois. Bah, oui, bah, attendez, on a vraiment, c'est une perle pour vous. On peut même vous l'accompagner en matière de formation, etc. Ah bon, d'accord. Oh, il y a un petit détail, elle a une trisomie 21. Et là, pouf, les têtes se sont refermées. On a dit, ah bah non, c'est plus possible. Si vous nous dites que vous ne pouvez pas l'embaucher parce qu'elle a une trisomie 21, on va vraiment pas être content. On est un peu là pour ça. Ça va pas. Bon. Et donc, on a fini par trouver un commerçant chez qui cette jeune fille est allée vendre des vêtements. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elle y est encore. Il y a eu d'autres vendeuses qui sont passées dans le magasin, qui sont parties. Et que quand vous dites elle a choisi, enfin, c'est la voie qu'elle voulait et on a juste accompagné, ben on y est. C'est-à-dire que et c'est sans doute aussi une part de votre question, c'est-à-dire qu'il y a toute une part d'écoute qui doit être faite, qui est compliquée. Alors, je pense qu'elle est... Alors, elle est compliquée pour tous les jeunes. Enfin, pas nécessairement dans les mêmes proportions, les mêmes éléments, etc. Mais tous les jeunes de 20 ans, enfin, je pense qu'il y a une proportion à peu près importante ici ce soir, savent pas... voilà, il faut les accompagner avant qu'ils sachent ce qu'ils ont envie de faire, et c'est normal. Et heureusement. Et là, elle a choisi la voie qu'elle avait envie de faire et elle a quelque part dépassé les barrières et les peurs de ses parents. J'ajoute un mot, parce qu'il ne faut pas en avoir peur. Comme parents d'enfants en situation de handicap, on a peur de ce qui se passera après nous. Et donc, on a envie de les sécuriser. Et sans doute que d'une certaine manière, parfois, ça nous bloque un peu. Je ne sais pas si j'ai répondu, monsieur. Je ne vais pas monopoliser, juste un petit mot en plus. Pour développer l'autonomie, des fois, on a des surprises. Et une des surprises que l'on a eues, c'est l'ICES. Puisque certains qui n'ont pas de capacité d'aller au travail, d'aller travailler dans une entreprise, eh bien, ils viennent tous les jeudis arroser toutes les plantes de l'ICES. Et ça, c'est merveilleux. Bonsoir, Maître Barret. Vous nous avez promis d'évoquer la question de l'équité. Eh bien voilà. En fait, nous vivons dans une société qui nous berce en permanence sur l'égalité. Comme si tout devait être fait à l'aune de l'égalité. Sauf que pour les personnes en situation de handicap, ça ne marche pas, l'égalité. Parce qu'on a besoin, pour leur permettre d'être au niveau d'autres salariés, on a besoin d'adapter, on a besoin de renforcer, on a besoin de modifier les règles. Enfin, d'ailleurs, l'inspection du travail nous avait menacés, j'attends toujours le procès, honnêtement, j'ai hâte. Quand on a fondé le Reflet, on a dit 80% de nos salariés seront des personnes atteintes de trisomie en situation de handicap. Ben, on est venu nous dire, mais c'est de la discrimination. Il faut créer un restaurant, il faut embaucher des serveurs. Ben oui, mais nous, c'est ces serveurs-là que l'on va embaucher. Et si j'avais respecté les règles de l'égalité et de l'antidiscrimination, ben, il fallait que j'embauche... voilà. Alors, on a été menacé. Il y a un syndicat dont je ne citerai pas le nom, qui est en 3 lettres, j'en dirai pas plus, qui nous a dit, qui nous a écrit en disant c'est de la discrimination, nous allons vous poursuivre. Je leur ai répondu à l'époque et je réponds la même chose ce soir, allez-y. Allez-y. Allez-y parce que votre égalité, votre manière de voir l'égalité est telle qu'en réalité vous privez les gens qui n'ont pas les mêmes talents que les autres de pouvoir assister au même spectacle, si j'ose dire. J'utilise souvent, vous le connaissez sans doute, ce petit schéma. Vous avez un mur devant, puis vous avez 2 solutions. L'égalité, vous mettez 3 estrades. Alors le tout petit, il ne voit pas ce qu'il y a au-dessus du mur. Puis le très grand, il voit très loin. Bon. Puis l'équité, on met une estrade qui correspond
à la taille de chacun pour leur permettre d'assister au spectacle. C'est pareil. Évidemment, vous ne m'entendrez pas dire que je suis opposé à l'égalité homme-femme, etc. Ce sont des sujets sur lesquels, en qualité de bâtonnier, je me bats au quotidien. Mais ne mettons pas ça à toutes les sauces. Ou alors, on empêche certains d'accéder aux droits des autres. Et donc, la différence entre égalité et équité est, à mon sens, fondamentale, notamment lorsqu'on parle de handicap, et doit nous permettre, nous, juristes, de trouver des solutions. Et je vais un peu plus loin. Lorsque nous avons rencontré les étudiants tout à l'heure, on leur a dit sur ce texte de réfléchir à la notion d'équité. En leur disant qu'il faut faire très attention parce que quand on écrit une loi, il y a deux solutions. Je vais reprendre un propos que Robert Badinter avait eu une fois où je l'ai rencontré. Il y a deux solutions. Soit on se dit que c'est une loi qu'on écrit pour une étagère afin qu'elle prenne la poussière, donc on se fait plaisir, on met tout ce qu'on avait envie de mettre dedans, ça ne servira à rien, mais on l'a fait. Soit on se dit, attention, il faut qu'il y ait une majorité de députés puis de sénateurs qui la votent. Et donc, c'est l'attention que l'on a tout à l'heure attirée des étudiants en disant, il faut que vous trouviez une solution pour amener vers l'équité qui nous permettra de permettre à des personnes en situation de handicap, c'est pas mal, des personnes en situation de handicap d'accéder à la volonté qui est la leur. Parce que je pense profondément qu'il faut qu'on avance sur le terrain de 2005, qui était un terrain où on commençait à dire école ordinaire, entreprise ordinaire. Il faut maintenant qu'on passe un cap, qui est un peu ce que je disais à monsieur juste avant, c'est le cap de quelle est la volonté de la personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour le lui permettre. Et donc ça, c'est vraiment un chemin qui est un peu ténu parce qu'il faudra faire très attention aux termes employés. Bonjour maître, j'avais juste une petite question. Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en situation de handicap dès lors qu'on a des difficultés plus importantes que les autres, comme la surdité par exemple, ou des choses qui arrivent de plus en plus, par exemple dans le monde du travail ou autre? Merci pour votre question, c'est une excellente question et ça nous a pris un moment cet après-midi. La très grande difficulté, c'est de définir la notion de handicap. À partir du moment où on définit la notion, on va faire rentrer des personnes et à l'inverse, on va en faire sortir d'autres. Ce qu'on expliquait, c'est que en réalité, le handicap, c'est une notion qui ne veut pas dire grand-chose, parce que dans une situation A où une personne qu'on pourrait considérer en situation de handicap, elle va avoir aucune difficulté, bah à partir de ce moment-là, elle n'a pas de handicap. En revanche, dans une situation B, si elle est un peu en difficulté, on va considérer que c'est une personne en situation de handicap. Il y a toute une mentalité à modifier pour, et c'est ce que notre bâtonnier expliquait tout à l'heure, il y a toute une mentalité à modifier pour qu'on colle davantage à chaque personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué quand on parle de la loi et quand on parle du droit, parce qu'on est obligé à un moment donné de mettre des mots, de poser des mots, et à partir du moment où on pose un mot, où on fait cette action de poser un mot, et ben, il y a ce qui va rentrer dans ce mot et ce qui va en sortir. Et effectivement, c'est une question qui est vraiment très compliquée, parce qu'il y a des situations qui sont tellement différentes les unes des autres, et on les rencontre tous les jours. Moi, je suis absolument fascinée, pas forcément en bien, mais je suis absolument fascinée par les situations personnelles de chacun où en fait on n'imagine jamais les difficultés des uns et des autres. Quand on les rencontre, ils vont nous les livrer, mais avant qu'on rencontre ces personnes, jamais on pourrait se dire ah bah oui, ça va entraîner ceci, ça va entraîner cela. Donc c'est une question qui est effectivement très très compliquée. Mais la notion de handicap, c'est une notion, moi en tout cas c'est la notion qui je trouve, colle le plus à ce qu'on essaye de véhiculer, c'est que la notion de handicap, il faut la mettre de côté. Le handicap, il faut le mettre de côté. C'est une situation de handicap, c'est-à-dire une situation dans laquelle moi, je vais avoir des difficultés là où une autre personne ne va pas forcément en avoir. Et donc, si dans une situation, cette situation en particulier, j'ai des difficultés, eh bien oui, dans ces cas-là, on rentre dans un schéma dans lequel on va essayer, par équité, on va essayer de trouver des solutions pour qu'on se retrouve ensemble la tête au-dessus du mur.
Bonsoir. D'abord, compte tenu de la blancheur de mes cheveux, je pense que j'ai le droit de vous faire part de mon admiration pour votre exposé qui est particulièrement clair, particulièrement intéressant et particulièrement bien structuré. Alors, je viens, profitant de cette opportunité, témoigner. Vous avez deux côtés de la face d'un handicap. Donc vous avez fait le panorama pour le côté des bien portants, pour le côté des... Moi, je voudrais vous parler du côté des handicaps invisibles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un handicap invisible? On a chacun, en gros, 80 milliards de neurones. Forcément, dans cette salle, il y en a qui ont 150 milliards. Il y en a un dans cette salle qui en a plus que 40. Alors, forcément, ça ne se voit pas. Alors, si tout à l'heure, vous allez vous apercevoir que j'ai des propos incohérents, et vous allez dire, ça ne m'étonne pas qu'il ait 40 milliards de neurones, parce qu'avec ce qu'il dit... Alors, tout ça pour dire, et puis d'ailleurs, vous avez presque tous lu un journal intéressant cette semaine, qui commence par West, qui dit, le handicap invisible, c'est la double peine. Alors, la double peine, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on vive avec le handicap, et qu'ensuite, on a des preuves à donner tous les jours. Alors moi, j'entends souvent, tu le fais exprès, fais des efforts. C'est difficile à vivre. J'ai du mal à vivre mon handicap. Alors mon handicap, comme j'ai le micro, je fais un peu de pub aussi. Je fais un peu de pub pour l'accident vasculaire cérébral. Donc j'ai eu un accident vasculaire cérébral en 2007, ce qui m'a donné un jour de coma. Et c'est là que j'ai perdu tous mes neurones. Et donc depuis 2007... mon handicap, il a un peu régressé au démarrage, mais malheureusement, aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. Et j'ai du mal à vivre. Alors, c'est pas parce que vous dites que je suis une personne extraordinaire, ça m'aide pas à vivre. Alors, une chance. Alors, si je suis bien portant, j'ai dans mon voisinage des jeunes femmes trisomiques et tout ça, elles sont admirables, c'est du plaisir à les voir et tout ça, donc elles me font plaisir, ces personnes-là. Mais moi, je ne les retrouve pas, quoi. Voilà. Donc excusez-moi, j'ai peut-être été un peu bavard, mais vous avez compris qu'il me manque des neurones alors que je n'ai pas trop la notion du temps. Et alors, je vous explique pourquoi je suis debout, parce que là, je suis paralysé, là. Personne ne s'en aperçoit, mais je ne peux pas marcher, là. Mais compte tenu que le cerveau, c'est comme un circuit électrique, eh bien, il faut que le temps que le circuit électrique se remette en route, et à la fin de la séance, je vais monter mes escaliers normalement. Mais là, pour l'instant, c'est un peu problématique. Je voudrais qu'on vous applaudisse, monsieur. Et je voudrais vous remercier. Non, vous n'êtes pas hors sujet du tout. On a tout à l'heure évoqué le handicap invisible. Dieu sait que je sais combien c'est compliqué pour les personnes en situation de handicap invisible de s'exprimer et de le dire. Il faut un sacré courage et il faut une sacrée force. Et si je vous dis que heureusement que vous êtes là ce soir, et c'est une chance de vous avoir avec nous. C'est une vraie chance de vous avoir avec nous. Et oui, c'est vrai que ça ne se voit pas. Et oui, c'est vrai que c'est dur. Je connais bien un jeune homme qui très régulièrement vient me voir en me disant « j'en ai marre ». J'en ai marre parce qu'on me prend ma place et qu'on ne veut pas accepter que je m'assoie. J'en ai marre parce que quand j'ai mal aux jambes et personne ne le regarde. J'en ai marre parce que comme je parle plus lentement, tout le monde me prend la parole. Parce que ça ne se voit pas comme ça. Et donc je mesure à la fois le courage qui est le vôtre d'être avec nous et la chance que nous avons de vous avoir avec nous. Merci, monsieur. J'en profite. Hein. Donc l'AVC, c'est un accident. Donc il y a toute une association et tout ça, il y a des conférences. Et il y a des conférences où je viens témoigner des séquelles. Et dans ces conférences où je viens témoigner des séquelles, j'insiste particulièrement, ça a un peu été dit ici, sur les aidants. Alors les aidants, c'est des personnes qui côtoient des handicapés. Alors forcément, le handicap qui me concerne, c'est l'AVC, mais c'est valable pour tous les handicaps. Et donc les aidants, c'est pas facile à vivre.
Alors, les aidants, est-ce qu'ils vont comprendre que leur proche qui ne peut pas bouger, c'est une chance? J'ai du mal à leur dire, j'ai du mal à leur dire ça. Alors, Merci beaucoup, monsieur, et merci d'avoir évoqué ce terme d'aidant. Je voudrais d'abord également vous remercier parce que les personnes en situation de handicap, moi, souvent, il y a des personnes qui nous bousculent et ils ont raison de le faire en disant « mais on en a marre, parfois vous parlez de nous tellement positivement en racontant des belles histoires et on a presque envie de se dire que c'est beau. Mais notre quotidien, c'est pas celui-là et parfois on en a aussi ras-le-bol que vous parliez en notre nom. C'est pesant et on a besoin aussi de parler par nous-mêmes. Et merci encore une fois, monsieur, d'avoir pris la parole parce que c'est vraiment une chance pour nous de vous avoir ici ce soir et on mesure à quel point ça peut être compliqué pour vous. Alors merci d'avoir pris la parole et merci d'avoir évoqué le terme de aidant. C'est en second couteau où ce terme de aidant est arrivé, c'est-à-dire qu'on a focalisé, et c'est une très bonne chose, on a mis la lumière sur les personnes porteuses de handicap, et peu à peu, on met également la lumière sur tout l'entourage de la personne porteuse de handicap. Et lorsque nous rencontrons des situations de handicap, notamment pour les personnes qui ne sont pas nées avec un handicap, mais qui deviennent handicapés à cause d'un événement, d'un accident de la vie, c'est un raz-de-marée pour la personne, c'est un raz-de-marée également pour l'entourage. Et il faut effectivement énormément travailler là-dessus parce que ce sont également des personnes qui sont dans l'ombre, mais qui sont dans la souffrance, avec cette souffrance qui est difficile également à gérer, puisqu'il y a la personne porteuse de handicap et il y a l'entourage qui essaye d'aider et qui porte également ses souffrances. Et donc c'est effectivement important d'en parler aussi. Bonsoir, merci beaucoup. Alors moi je suis enseignante ici, j'assure des cours de droit des sociétés, mais je suis également la maman d'une petite fille qui est porteuse d'un handicap. Alors nous on ne dit pas extraordinaire, on dit merveilleuse, hein, c'est merveilleuse Constance, voilà. Donc je voulais vous remercier parce que je me rends compte de ce qu'elle vous doit. Hein. La loi de 2005 fait qu'aujourd'hui elle est à l'école normale et c'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Alors, j'avais une remarque purement juridique à faire, puisque vous avez mis en évidence, Maître, le fait que le premier pas pour changer les choses, c'est le droit. Ce qu'il manque, à mon sens, aujourd'hui, au droit, c'est de l'effectivité. L'effectivité, elle fait défaut pour deux raisons, pour des moyens financiers, puisque, alors, moi j'ai l'exemple personnel de ma fille, mais elle a le droit à une AESH et qui m'a confié en début d'année, Madame Gicchio, j'ai pas toutes mes heures, alors bon, puisqu'on n'est pas suffisamment nombreux, donc on a cette difficulté-là qui me fait dire bon bah je monte au créneau, mais si j'y vais, c'est pour habiller Constance et déshabiller Paul, hein, parce que concrètement il n'y aura pas plus de moyens. Et puis, il lui faut du matériel également. Et ça, c'est une complexité ahurissante. Donc, il manque des moyens financiers. Et puis, il y a autre chose. Alors, quand vous avez parlé de la MDPH, moi, c'est la MDA, puisque j'habite Angers. Et ça fait dangereusement monter mon taux de cortisol. Hein, parce que quand on est confronté à la difficulté des dossiers qu'il faut monter, j'ai beau être juriste et aguerri, c'est quand même quelque chose d'ahurissant. Très récemment, il a fallu redéposer un dossier. On l'avait fait il y a 6 mois et on nous a retoqué le dossier. Alors on y va maintenant parce qu'il fallait une attestation indiquant que notre fille vit bien à notre domicile. Enfin, ce qui est ahurissant en vérité, elle a 6 ans. Et puis des photocopies de nos pièces d'identité qu'ils avaient dans le dossier puisqu'on l'a déposé il y a 6 mois. Bon, voilà. C'est ça, donc cette difficulté intellectuelle et matérielle, elle est vraiment gênante, me semble-t-il, particulièrement pour les personnes qui ont un trouble cognitif,
parce que elles ont besoin d'un tiers pour monter les dossiers. Et c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. D'ailleurs, lorsque vous avez parlé des contrats de travail que vous avez revus, je pense que c'est une piste à explorer pour que les personnes handicapées puissent elles-mêmes remplir les dossiers sans cette lourdeur bureaucratique qui est insupportable et qui nous fait dépenser de l'argent inutilement, me semble-t-il. Voilà. Alors qui est quand même, on va pas. J'ai dit que je ne ferais pas de polémique, un tout petit peu quand même. Elle est très française, parce que le circuit qui est extraordinaire dans notre pays, c'est que pour avoir la VSH de votre fille, vous avez d'abord déposé un dossier à la MDPH qui vous a, alors, on est un peu un pays latin, donc quand en Allemagne c'est un peu différent, mais vous êtes donc pour avoir 15 heures, vous en avez demandé 20. La MDPH vous en a accordé 15, mais à ce moment-là, le chemin n'était pas terminé puisqu'il fallait aller à l'inspection académique ou au rectorat pour qu'un AVSH soit embauché et que, in fine, votre enfant puisse être assisté. Étant ici précisé, et là je vais faire de la polémique volontaire, mais c'est du vécu, que généralement on réussit à se battre pour avoir le dossier MDPH rempli et le nombre d'heures d'AVSH. Je le brandis parce que je vous assure, quand on l'a, on est content. 15 heures, formidable, merveilleux. Donc ça, vous avez ça au mois de mai. Vous courez à l'inspection académique, au rectorat en fonction des régions, avec votre document en disant, ben voilà, ça y est. Et comme le 1er septembre, l'inspection académique se rend compte qu'exceptionnellement, parce que ça n'a jamais été le cas, la rentrée scolaire est le lendemain, tiens, il faut recruter. De sorte que on réussit à avoir les AVSH à la Toussaint. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'aujourd'hui, on a le moyen, par la loi, ça ne peut être fait que par la loi. Numérisation des dossiers, on vous l'a dit tout à l'heure. Non, c'était, si j'en ai parlé, j'ai dit 2 mots. Numérisation des dossiers nationaux, avec le fait, en effet, mais je disais tout à l'heure, avec votre fille de 6 ans, l'exemple est encore meilleur, mais tous les 3 ans, la MDPH qui vous demande est-ce que votre enfant est toujours handicapé? Écoutez, je suis allé 4 fois à Lourdes, ça n'a pas marché, donc oui. Non, mais c'est se moquer du monde. Et on n'imagine pas, alors je préfère le dire en souriant, parce qu'en réalité, ces dossiers, c'est un calvaire. Et nous avons la chance d'être juristes, vous êtes juristes, et c'est pour nous un calvaire. Imaginez ce que c'est pour des familles touchées par... Monsieur le Président, je vais être vulgaire, pardonnez-moi, mais c'est une citation. Chirac disait que les emmerdes, ça arrive en escadrille. Et généralement, quand dans une famille, vous avez le handicap qui vous tombe dessus, ce qui est quelque chose qui vous déconnecte du temps, au moment où ça arrive, c'est, voilà, boum, bon. Eh bien, il y a d'autres soucis. Et toutes les familles où ça arrive ne sont pas juristes. Et donc, vous avez une sorte de double peine qui fait que remplir le dossier est un calvaire. Alors, je ne vais pas faire de la pub pour le barreau de Nantes, parce que j'en ai parlé à ma consoeur, le bâtonnier de La Roche-sur-Yon, et on va essayer de dupliquer. À Nantes, j'ai décidé alors, d'abord, merci Noémie, de créer une commission handicap pour former, j'ai dit une brigade, alors c'est pas militaire, n'ayez pas peur, mais une brigade de confrères spécialisés dans l'assistance pour pouvoir mettre en place un accès aux droits pour les personnes en situation de handicap en ville et en zone rurale. Et pour la zone rurale, j'ai rencontré le président des maires de Loire-Atlantique, je lui ai dit je veux qu'on avance là-dessus, et on va même, si mon conseil de l'ordre dit oui, mais on va essayer, on va même essayer d'avoir un bus du droit qui permette d'aller dans les zones rurales, aller à la rencontre des gens, notamment sur la question du handicap. Mais c'est une spécificité française. Au Canada et plus proche en Allemagne, la situation est totalement différente, les dossiers sont numérisés et on n'a pas la même durée. Et quand vous dites qu'il y a un coût, oui, vous avez raison. Mais le coût de ces dossiers papier et de l'administratif qu'il y a derrière ces dossiers papier est considérable. Et à chaque fois qu'on réussira à... je ne suis pas là pour licencier des gens, c'est un peu mon métier, mais pas là. À chaque fois qu'on réussira à supprimer de l'emploi indirect qui coûte extrêmement cher
quand on dit ah ben, l'enfant, non, il ne va pas aller à l'école, il va aller dans un centre suivi par la sécurité sociale qui coûte une fortune. À chaque fois qu'on réussit à aller dans l'ordinaire, on divise le coût par 10. Donc, on a les moyens matériels. C'est-à-dire que c'est un des éléments tout à l'heure qu'on a dit aux étudiants, c'est que on ne parviendra pas à faire avancer ce chemin législatif si on arrive et qu'on dit aux législateurs « Tiens, ça va coûter 1 milliard de plus ». Ils auront la réponse rêvée. Et je connais leur réponse parce que je connais leur attitude, main sur le cœur. « Oh, c'est formidable ce que vous avez fait. Mais c'est dommage, on n'a pas les moyens. » Et ça s'arrêtera là. Donc il faut qu'on réussisse à construire à coût constant. Mais le coût constant, on le connaît, c'est la suppression d'échelons administratifs. Et in fine, le bonheur des personnes. Et quand je disais tout à l'heure sur le département, le fait d'avoir des maisons départementales, et encore une fois, c'était un acquis en 2005, je ne reviens pas là-dessus, sauf qu'aujourd'hui, c'est dépassé parce que les personnes bougent, les personnes en situation de handicap ont le droit de bouger et de changer de département. Et leurs droits d'un département à l'autre vont être différents. Il faut absolument qu'on dépasse ça. Et ça, c'est vraiment un chemin qu'il faut qu'on suive. Mais voilà, vous avez raison, c'est un vrai combat. Alors, je suggère qu'on prenne une dernière question peut-être, au plus. Bonsoir. Alors, l'inclusion, c'est génial, c'est parfait, vraiment, c'est ce qu'il faut. Maintenant, ouvrir ces personnes magnifiques à des personnes qui ne sont pas intelligentes intellectuellement, humainement et socialement, comment vous pouvez les protéger face à ça? Parce que de par mon travail, je travaille dans ce milieu, j'ai pu voir un nombre de cas de maltraitance qu'on ne peut encore pas compter, parce qu'il y en a tellement que c'est devenu même normal. Et c'est les personnes qui les disaient, qui les déclaraient ces cas, qui voyaient leur contrat mis à terme. Donc comment vous pouvez, en les mettant face à des personnes qui ne sont pas prêtes ou qui refusent de comprendre, les protéger pour pas qu'elles perdent cette petite flamme? Et dans un deuxième moment, je voudrais répondre à monsieur qui a dit que des personnes en mobilité réduite, ça n'était pas forcément une chance. Vous avez utilisé le terme d'aidant, je pense que je peux me définir là-dedans. Toutes les semaines, je rencontre des personnes en mobilité réduite. À aucun moment, je n'ai pas appris d'eux. À aucun moment, je suis ressortie de mon emploi en me disant oh là là, ça a été chiant, trop dur, je ne veux plus y retourner, parce qu'ils nous apprennent tous quelque chose et c'est vraiment un métier magnifique. Merci beaucoup pour votre question. Ça ne passera pas par la loi, ça ne passera pas par le droit, ça passera par ce qu'on fait ce soir, ça passera par l'éducation, ça passera par la rencontre les uns avec les autres. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça c'est une évidence. Et sauf à ce que notre bâtonnier ici présent ait une solution miracle, moi je pense qu'il n'y a pas de baguette magique. Il ne faut jamais s'arrêter. Il ne faut jamais s'arrêter et je crois que face à l'ignorance, il faut juste continuer à y aller, il faut continuer à parler et les choses bougent quand même énormément. Louis-Georges Barré en a parlé tout à l'heure, le handicap, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était des personnes qu'on cachait. C'était des personnes qu'on mettait dans des établissements très très loin des centres-villes. Les choses ont énormément évolué, ont énormément changé. Et là-dessus, moi, en tout cas, de mes expériences personnelles, également sur ce point, on a beaucoup à apprendre des personnes extraordinaires parce que, en règle générale, elles y retournent. Et elles y retournent avec une joie et c'est difficile pour elles, il faut les accompagner effectivement quand elles se trouvent confrontées à des murs. Mais là aussi, ce sont des trésors parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de rancune. Ce sont des personnes qui n'ont aucune méchanceté, n'ont aucune malveillance. Et donc, il faut vraiment continuer à parler. Pour moi, ça passe par là. C'est vraiment par de l'éducation et par du partage d'expériences de vie. Alors évidemment, je vais dire la même chose que Noémie, mais comme je vais répéter, je vais vous dire deux choses qui me sont venues en écoutant Noémie et en vous écoutant, et qui vont permettre peut-être de clôturer en même temps. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais perdre confiance en l'humain. Tout à l'heure, je crois, monsieur, vous avez dit que c'était de l'intelligence humaine. Eh bien oui, il ne faut pas perdre confiance en l'humain. Oui, il y a des personnes qui se comportent mal, et
il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, je sais que c'est le cas à La Roche-sur-Yon, c'est le cas à Nantes. On a des personnes au parquet qui sont spécialement formées sur ces éléments-là. Il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Mais il faut faire confiance en l'humain. Et puis, je vais vous dire autre chose. Ça m'est venu comme ça, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et si vous m'en voulez, je vous demande pardon. Sincèrement. Je pense qu'il faut prier pour elle. Il faut prier pour ceux qui n'arrivent pas à dépasser le cap de l'humanité, et il faut leur prier pour qu'elles ouvrent et que leur cœur s'ouvre. Je pense qu'on est ici dans un institut catholique, et je pense que l'ouverture du cœur, ça ne nous appartient pas, mais on peut prier pour ça. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Un grand merci à Monsieur le bâtonnier, Maître Brouillet-Maudet, pour cette très belle conférence. Merci à vous tous d'avoir été présents. Je pense qu'on peut les applaudir une dernière fois.